dans l'enseignement primaire, dans la classe primaire. Et puis il a également lancé, à l'époque où il était président de la Société française de physique, les Olympiades de physique pour les classes terminales, enfin première et terminale, et qui sont un réel succès puisque la finale, c'est la 15e finale, donc a eu lieu il y a vendredi à l'université Paris Diderot avec une vingtaine d'équipes de jeunes de partout. Il y en avait même des territoires d'outre-mer, de la Réunion, de Madagascar, très motivés, très enthousiastes, qui ont présenté un travail d'équipe avec leurs professeurs dans une ambiance très chaleureuse. Et ça a été vraiment un plaisir de voir ces jeunes motivés par la science. Donc avec Pierre Léna et la Société française de physique, on partage l'idée que la science, comment parler aux jeunes de la science? Eh bien la science c'est une aventure collective, qui est une aventure de l'humanité sur des siècles et qui touche tout le monde, qui permet de mieux maîtriser le monde qui nous entoure et de mieux le connaître et de s'émerveiller en le connaissant, et qui permet aussi d'allier donc ce côté collaboratif et compétitif, ce qu'on appelle maintenant la coopétition, propre au milieu scientifique, et qui était dans les Olympiades de physique en était un événement particulièrement visible. C'est aussi, la science, une manière de transformer le monde et donc une capacité d'amener des solutions aux problèmes que nous pouvons rencontrer en développant le sens de notre responsabilité. Je passe la parole à Pierre Léna pour qu'il développe tous ces thèmes. C'est là. Voilà. Je remercie beaucoup les organisateurs de m'avoir invité dans ce lieu magnifique pour parler de sciences et médias, le thème de la journée. Je n'ai pas pu être avec vous ce matin, je le regrette. J'ai vu que le programme était déjà très très passionnant ce matin. Merci aussi Michel pour avoir rappelé, c'était il y a 25 ans et non pas il y a 15 ans, hélas, le temps passe, pour avoir rappelé cette Société française de physique à laquelle je suis très attaché, dont je suis resté membre. Alors, j'ai placé cette très brève intervention pour laisser du temps aux questions, je crois qu'il y en a beaucoup, sous le vocable aventure, comme tu l'as rappelé. Pourquoi ? Parce que la jeunesse, elle aime les récits d'aventure. Elle s'en nourrit au cinéma, dans les bandes dessinées, sur les vidéoclips de YouTube, etc. C'est l'aventure qui passionne. Elle aime ces récits et elle a raison. Car l'aventure, c'est ce qu'il y a de meilleur en l'homme. C'est en particulier l'aventure de la science, cet effort immémorial pour connaître et comprendre le monde, pour découvrir que notre intelligence en est capable, ce qui n'allait pas de soi, et que nos mains peuvent en faire quelque chose de cette compréhension, ce qui n'allait pas de soi non plus, que notre cœur aussi peut s'en réjouir, comme une conquête de bonheur, et qu'avec la science, nous pouvons faire beaucoup de mal, mais nous pouvons aussi servir l'homme. Donc il y a tous les ingrédients de l'aventure dans la science. Alors, mon premier propos, donc la science comme une aventure, comment la faire vivre ? Jules Verne avait bien fait cela, mais ça date d'un siècle et demi presque, et les temps ont bien changé. Néanmoins, si on regarde notre XXe siècle, que de belles aventures tout de même. On peut les énumérer, vous les connaissez, vos journaux, vos médias les ont racontées. J'ai eu beaucoup de bonheur à raconter celle de l'astronomie il y a 25 ans avec Michel Serres dans Tour du monde, Tour du ciel. C'est magnifique. Qu'il s'agisse de l'image du cosmos, si on s'amuse à faire l'inventaire de ce qu'il y a exactement un siècle et 15 ans, c'est 1900, qu'est-ce qu'on savait du cosmos et qu'on le compare à ce qu'on sait aujourd'hui. C'est vertigineux ce qui a été acquis. Et le mot Big Bang est devenu un terme de conversation courante. Pas toujours compris, mais en tout cas courant. La conquête de l'espace, autre aventure. D'autres plus secrètes, plus cachées, plus inégales aussi, comme l'allongement de la vie humaine sur un siècle, tout à fait extraordinaire. Et bien sûr, au milieu exactement du XXe siècle, la découverte du code génétique et toutes ses conséquences sur la santé, etc.
Donc, devant ce formidable XXe siècle, on pourrait penser que tout spontanément, la jeunesse, pour lesquels c'est déjà très loin. Quand j'étais au lycée, la guerre de 14, pour moi, c'était presque l'Antiquité. Donc, pour eux, Apollo, c'est aussi très très loin aujourd'hui. On pourrait penser que néanmoins, ces aventures sont porteuses d'un enthousiasme, d'une joie de vivre et de découvrir, et aussi peut-être d'un projet personnel, professionnel. Et de fait, cette passion pour les sciences, elle existe chez les lecteurs. J'en connais beaucoup, de Science et Vie Junior, par exemple, pour en citer un, ou par les garçons, les filles qui regardent les vidéos admirables du site de vidéastes E-Pensée. Et le paradoxe, quel est-il? Eh bien, c'est que cette même science, elle est en gros rejetée quand elle est transmise par l'école. Et je voudrais simplement montrer, je n'ai pas beaucoup d'images, celle-ci, c'est une équipe de l'université d'Oslo qui fait ROSE. ROSE, c'est Relevance of Science Education. Voilà, alors les pays en ordonnée sont classés par des moins riches aux plus riches. En bas, il n'y a pas la France parce qu'elle ne s'est pas prêtée à l'exercice, mais vous trouvez le Danemark, la Norvège, le Japon, la Finlande, la Grande-Bretagne, etc. Et puis à droite, la réponse à une question. L'enquête est intéressante, je vous invite toujours à la consulter parce qu'à mon avis, elle n'a rien perdu de son actualité. Voilà la question. Je voudrais étudier autant de sciences que possible à l'école. Vous êtes tout à fait d'accord? Oui, vous êtes à droite. Vous n'êtes pas du tout d'accord? Non, vous êtes à gauche. Bon, bleu, évidemment, les garçons, rose, les filles. On devrait inverser un jour ces couleurs. Et vous voyez que plus le pays est développé, il y a une sorte de corrélation extrêmement forte entre le pays développé, donc en principe la qualité de son système scolaire et de l'éducation qu'il propose, et les réponses de ces jeunes de 15 ans. Alors c'est pas PISA, vous voyez, PISA ça mesure des compétences, des capacités, des aptitudes, on utilise le mot qu'on veut. Ici on mesure simplement une réaction brute. Je te dis ça, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Alors ça serait pas suffisant, mais il y en a beaucoup, et on finit par avoir cette image étrange que dans ces pays développés, ce qui est transmis de la science par l'école est tout à fait antinomique avec cet enthousiasme que perçoivent vos lecteurs, vos auditeurs, vos spectateurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce paradoxe qu'il faut creuser et qu'il ne faut cesser de creuser. Bon, question. Alors, je prends un peu de distance par rapport à la question et je voudrais d'abord dire qu'il y a deux choses essentielles que vous cultivez d'ailleurs et que les professeurs aussi, beaucoup d'entre eux le font et le font bien, cultivent, savent cultiver, c'est le regard et le langage. Le regard. La science est un long apprentissage qui vient de très loin dans l'histoire, pour savoir voir le monde, apprendre à voir. Rappelez-vous la phrase de l'émir Féophare Khan dans Michel Strogoff de Jules Verne, juste avant de lui passer une lame rougie devant les yeux. Il sera sauvé grâce à la caléfaction de ses larmes. Il ne deviendra donc pas aveugle, et il lui dit « Regarde de tous tes yeux, vois ». Ça devrait être écrit dans toutes les classes de physique, de mathématiques, de SVT au-dessus du tableau. Regarde de tous tes yeux, vois. Et sous une forme un peu différente, on retrouve le même propos chez Charles Péguy qui écrit « Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit ». Et c'est bien notre premier problème de la transmission ou du partage de la science, c'est de voir ce que l'on voit. Prenons, et l'histoire en est pleine, quelques-uns des exemples de regard. Galilée, s'ennuyant un peu dans la cathédrale de Pise, regardant le pendule, la lampe qui oscille au-dessus de sa tête, isochronisme des petites oscillations, loi du pendule, création de l'horlogerie moderne. Il avait regardé, mais combien de personnes avaient vu un pendule se balancer ou une lampe dans une église se balancer pendant des siècles avant que quelqu'un la regarde vraiment? L'abbé Owy,
qui regarde des cristaux de calcite au microscope, qui voit cet arrangement de cristaux qui se répète à l'infini, ou presque, au fur et à mesure que la taille des cristaux décroît, et qui en déduit l'existence d'une structure moléculaire organisée, et donc les propriétés des structures cristallines, calcite ou autres. Regardez des cristaux. Tout le monde avait vu des cristaux de sel bien avant, qui sont eux cubiques. Mendel et la couleur des pois. Combien de jardiniers avaient observé la différence des pois suivant les graines qu'on sème, jusqu'à ce que finalement quelqu'un, un moine, se pose la question, la couleur des pois. Ératosthène, les puits éclairés au sud de Alexandrie, le jour du solstice jusqu'au fond du puits. Pourquoi? Comment? Ératosthène en déduit, petite affaire, le rayon de la Terre. Il avait regardé. Tous ces hommes ont su simplement regarder des choses que beaucoup avaient vues avant eux. Et on pourrait bien sûr multiplier les exemples. Mais voir ne suffit pas, il faut aussi parler. Et le métier des médias, c'est de montrer, mais aussi de dire. Et c'est un difficile exercice que celui de mettre la science en mots. Écoutons Lavoisier dans la préface de son traité élémentaire de chimie qu'il publia en 1789. Je n'avais pour objet que lorsque j'ai entrepris cet ouvrage, que la nécessité de réformer et de perfectionner la nomenclature de la chimie. C'est en m'occupant, la nomenclature, c'est faire une table des matières en fond ou un index alphabétique. C'est en m'occupant de ce travail que j'ai mieux senti que, et ici Lavoisier cite Condillac, nous ne pensons qu'avec le secours des mots, que les langues sont de véritables méthodes analytiques, que l'algèbre la plus simple, la plus exacte, la mieux adaptée à son objet de toutes les manières de s'énoncer, est à la fois une langue et une méthode analytique, enfin que l'art de raisonner se réduit à une langue bien faite. Structure de la pensée égale structure de la langue. Mais dans la langue, il y a aussi la musique et la poésie. Écoutons cette fois le grand neurologue américain Olivier Sacks, qui est mort il y a peu de temps, qui a écrit un livre superbe qui s'appelle Oncle Tungstène, que peut-être vous avez lu, qui pour moi est un modèle de la transmission de savoir, chimie en l'occurrence. Il écrit, en parlant de sa prime jeunesse, les noms des minéraux me fascinaient par leur sonorité, les associations d'idées qu'ils suscitaient dans mon esprit. Les 2 sulfures d'arsenic, orpiment et réalgar, avaient des noms si euphoniques qu'ils me faisaient penser à des couples d'opéra, tels Tristan et Isolde. Il y avait la pyrite, cet or des fous, qui se présente sous la forme de cubes métalliques aux reflets cuivrés. Le calomel me transportait dans les îles grecques, même si la douceur mielleuse de la syllabe mel était démentie par la toxicité de ce chlorure mercureux. Le sel ammoniaque me ramenait aux temps médiévaux. Sens, poésie vont ensemble. Pas de science sans mots. Je vous renvoie peut-être au magnifique livre que Pintolila et Yves Quéré ont publié l'année dernière, qui s'appelle Langue et Sciences, qui montre à combien ce mariage que je te fais ici, que esquisser en quelques secondes, est un mariage profond. Avant les formules, souvent plus rébarbatives, mystérieuses et auxquelles malheureusement trop de nos jeunes réduisent la science, raconter la belle histoire des mots même qui disent la science, ceux qui du concret nous emportent vers l'abstraction qui elle est propre à la science. Exemple, le photon. On dit quelquefois que l'article d'Einstein de 1905 était l'acte de naissance du photon. Oui, vrai, mais faux. Parce que le mot n'est apparu dans la littérature qu'en 1926, donc 21 ans plus tard. Photon a été fabriqué un peu bêtement. Phos, c'est la lumière en grec, phos, photos, donc ça donne photon, la particule de lumière, on l'appelle photon. Mais regardons comment les Chinois appellent le photon. Ils l'appellent guangxi. Guangxi, ça veut dire enfant de lumière, plutôt lumière-enfant. Enfant de lumière. Enfanté par la lumière. On imagine tout de suite la leçon qu'on peut faire sur ces 2 mots. Le quark, les propriétés des quarks, beauté, charme, couleur, merveilleux, ont été empruntées, comme vous le savez sans doute, au roman de James Joyce, 3 Quarks for Mr. Mark. Et pourquoi peut-on nommer ainsi une propriété? Eh bien, exactement de la même manière que l'on nomme masse
la caractéristique de matière d'un corps, ou charge la caractéristique électrique d'un corps, l'électron par exemple. Pourquoi pas charme, couleur, beauté? Les mots suffisent à définir l'objet. Mais les mots sont importants. Demandez à des enfants dans une classe de vous dire la couleur de l'eau. La plupart des enfants, CE2, CE1, CE2, vous diront l'eau est blanche. Pourquoi répondent-ils blanc? Évidemment, parce qu'elle n'a pas de couleur. Et pour eux, ce qui n'a pas de couleur, c'est blanc. Mais c'est complètement faux, l'eau n'est pas blanche. Elle est transparente. C'est un autre mot qui a son importance et qui veut dire quelque chose, si on creuse, sur les propriétés de l'eau par rapport à la lumière. Donc le choix du mot, voilà un exemple simple qu'on peut pratiquer à l'école, où le choix du mot est décisif pour faire de la science et pour la comprendre. Au fond, avec les mots de la science, avec les images de la science, on peut faire des expériences de pensée. Vous savez, les enfants, les jeunes, ou les enfants petits, adorent les expériences de pensée. On dirait que tu serais. On a tous entendu des enfants dire ça. Et on s'imagine un monde qu'on se construit comme un monde réel. Eh bien, les scientifiques en ont fait tellement d'expériences de pensée. On dirait qu'on est sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la balance donne le même chiffre? On dirait qu'on tombe dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Où tombe-t-on? Vous connaissez sans doute cette merveilleuse nouvelle d'Italo Calvino dans Cosmic Comics où deux amoureux tombent dans l'espace avec le seul champ de gravitation pour les rapprocher et les éloigner pendant des dizaines de jours. On imagine aisément leurs sentiments et la description qu'en fait l'auteur. Toujours, on est encore dans les mots et les mots du récit, pas encore les mots de l'aventure, mais qui en sont partis. Alors, la troisième question que je poserai, c'est science, médias, école. Quel rapport? Commençons par l'école. C'est une tâche bien difficile que de faire passer chez un jeune cette transition des émotions immédiates devant une image, un film, un récit, à la connaissance de ces bribes de savoir dont il est avide, qu'il va collecter en lisant, je répète, Sciences et Vie Junior, à une pensée organisée, structurée, qui lui donne une véritable prise sur le monde qui l'entoure, sur son avenir, sur ses choix professionnels. Passer de cet instant essentiel d'enthousiasme ou de plaisir qui est, je répète, le moteur, parce que c'est l'instant de l'émotion, à cette durée longue, exigeante de la construction qui aboutiront finalement à ce qu'on appelle la culture et à ce qui deviendra pour chacun un métier, qui soit scientifique ou pas d'ailleurs. C'est un rude chemin et beaucoup de jeunes ne l'acceptent pas. Un article publié l'année dernière par la revue de la direction de l'évaluation de l'éducation nationale, éducation et formation, donne la progression de l'intérêt pour les sciences des jeunes français. Alors c'est moyenné, puis c'est pondéré de tout ce que vous pouvez souhaiter d'une étude statistique de bonne qualité, entre la 6e et la 3e, 4 ans. 4 ans, donc plusieurs milliers d'heures de sciences, si j'inclus les mathématiques. Et le résultat, une courbe qui descend doucement. Donc, il ne s'agit pas des connaissances, il s'agit de l'intérêt, ici. Connatif, comme on dit. C'est pas cognitif, mais connatif. Et une courbe qui descend doucement. Autrement dit, notre République généreuse dépense des millions d'euros pour que ces jeunes découvrent l'aventure qui les a portés là où ils sont, petits nains sur les épaules de géants, comme disait Bernard de Chartres. Et le résultat net de ces millions d'euros, eh bien, c'est une décroissance constante de l'intérêt de ces jeunes. Heureusement qu'il y a Sciences et Vie Junior. Alors, évidemment, vous ne serez pas étonné si je défends ici, dans quelques minutes, la vision de la main à la pâte, celle que Georges Charpak a introduite il y a maintenant 20 ans et que chacun connaît ici sans doute. Construire le savoir, oui, parce qu'il s'agit bien de construction, c'est le rôle de l'école, et bien de savoir, il s'agit d'apprendre. Mais le construire autour d'un double plaisir. Comprendre pour faire. Comprendre pour comprendre, c'est la science, ce qu'on pourrait appeler la science fondamentale. Comprendre. Et puis comprendre pour faire, c'est la technique ou la technologie, comme on veut.
et reproduire dans la classe ce processus même de la science, voir, nommer, expérimenter, faire des hypothèses, etc. Comprendre avant d'apprendre. Trop souvent, apprendre. Puis si tu comprends, tant mieux. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave, du moment que tu as appris. Comprendre avant d'apprendre, mais pour mieux apprendre. Parce qu'on n'oublie pas, nous avons des évaluations intéressantes sur une différence faite aussi de manière assez scientifique entre les enfants qui ont compris d'abord et appris ensuite et retenu, et des enfants qui n'ont pas compris d'abord, mais qui ont appris et qui n'ont rien retenu. C'est presque banal de dire ça. Et puis, ce long processus d'éducation qui, lui, dépasse la simple expérience faite un jour dans la classe, ou chez soi d'ailleurs, pour acquérir et pour éduquer le raisonnement, le discernement, l'esprit critique, la construction de la vérité, qui sont toutes des conquêtes de la science. Et pour cela, je crois, et là c'est une conviction que je vous livre, qu'il faut balayer des horizons larges, bien au-delà des termes mêmes, des notions que le programme de sciences proprement dit requiert. Ces horizons larges où naquit toujours et où naît encore la science. Le langage, j'en ai parlé. L'histoire, j'en ai parlé. Mais aussi l'éthique qui passionne les jeunes. J'ai assisté il y a quelques années maintenant à un colloque organisé par l'école normale où des jeunes du lycée international de Saint-Germain-en-Laye présentaient un travail de plusieurs années fait avec leurs professeurs sur la bioéthique. Et c'était d'une qualité et d'une profondeur absolument remarquable. J'ai assisté il y a quelques mois, cette fois en Italie, à un autre colloque, éducation et changement climatique. Et une vingtaine de jeunes venus à peu près de tous les horizons européens, une douzaine de nationalités, donc non européens également, parlaient de ce qu'ils considéraient nécessaire pour eux d'apprendre à l'école, si possible, mais ailleurs, pourquoi pas, sur le changement climatique pour ajuster au mieux leur propre comportement. Donc, attitude éthique et responsable, mais qu'ils voulaient fonder dans une connaissance et une compréhension du problème difficile, multifactoriel, qu'est le changement climatique. Et puis, bien sûr, autre horizon large, l'horizon religieux, trop facilement mis de côté et caricaturé. Les immenses savants de l'islam ont rejoint l'histoire, comme Al-Etham, Al-Touzi, Averroès, ou du christianisme, comme Blaise Pascal, Georges Lemaître, inventeur du Big Bang tout de même, ou James Maxwell. Horizon large qui fait entrer la science de plein pied dans l'endroit dont elle ne devrait jamais sortir, à savoir celui de la culture et de l'aventure humaine. Seuls, à mon sens, ces horizons larges permettent aux adolescents, à l'école, mais aussi à la maison, les rudes exigences de parcourir les rudes exigences des chemins de science en évitant cette absurde dichotomie, à mes yeux, littéraire, scientifique. Et la pédagogie, le rôle du professeur sont évidemment déterminants. Il faut commencer tôt, et je vais conclure en vous montrant, j'ai encore 3 minutes je crois, une petite vidéo que je trouve admirable et qui résume bien ça. Laissez-moi vous dire que pour faire... Bon, je montre la vidéo d'abord, si ça veut bien marcher. Voilà, alors c'est tourné dans... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, appuyez là. Voilà. Ce sont des enfants de CP, vous voyez, 6 à 7 ans, auxquels on a posé le problème de construire un labyrinthe et d'y mettre une souris et d'étudier comment elle trouve sa nourriture. Construction du labyrinthe. Qu'est-ce que c'est qu'un labyrinthe ? Les mots, le dessin, la géométrie. Sur papier. L'informatique. L'ordinateur. Ensuite, on s'est mis d'accord pour en choisir un qu'on allait construire. La technologie, la découpe, les formes, l'habileté manuelle, l'échange. Tous les jours, on a mis Mimi dans la mesure. On
mettre la souris à une extrémité du labyrinthe et chronométrer le temps qu'elle met à trouver sa nourriture, en bas à droite, à l'autre extrémité. Multiplier les expériences, mesurer chaque fois le temps. Premier essai. Elle cherche. Elle trouve 3 minutes, 1 seconde. Deuxième essai, 1 semaine après, 15 jours, elle va plus vite. La durée est plus brève. 2 minutes et demie. Troisième essai, 1 mois après, magnifique, 24 secondes. Dernier essai, 14 secondes. Garder des traces, analyser, faire un graphe. Je ne veux pas vous prendre trop de temps, donc je m'arrête là. Le film est magnifique, vous le trouverez sous le titre Mimi la souris, le concours du film du jeune chercheur. C'est en Lorraine et chaque année les films sont superbes. J'en ai pris un, j'aurais pu prendre n'importe lequel. La suite, qu'est-ce qui se passe ? On fait un graphe, on s'aperçoit qu'au cours du temps, elle trouve de plus en plus rapidement sa proie. Pourquoi ? 2 hypothèses émergent du long débat des enfants. Première hypothèse, elle a marqué son chemin avec son odeur, et donc elle va reconnaître son odeur. Deuxième hypothèse, elle se souvient dans sa tête. Comment savoir ? On recommence, on refait le même labyrinthe, mais évidemment tout neuf, tout propre, sans odeur, et on mesure. Résultat, je vous le passe, 7 secondes. Elle a mémorisé toutes les étapes d'une démarche scientifique. Après, on pourrait continuer comment elle mémorise, est-ce qu'on peut faire des expériences pour voir si ça tient longtemps, etc. C'est tout à fait magnifique avec des enfants de CP. Voilà, je crois que ça illustre que l'esprit de l'enfant, qui deviendra le jeune de 15 ans, est prêt. Alors, que fait-on de cette préparation ? Que ferait-on d'un esprit de 1 an, prêt pour apprendre la langue maternelle, mais qui n'entendrait jamais un mot, parce qu'on ne lui parlerait jamais, eh bien, il ne parlerait pas, c'est l'enfant loup. Voilà, alors, je crois qu'aujourd'hui, nous avons des enjeux devant nous très importants, parce que c'est la réforme du collège. Elle est ambitieuse, elle peut réussir, mais elle peut aussi échouer. Et pour la réussir, je crois que les rapports entre le corps enseignant, pour lequel nous avons... Tiens, ça ne marche plus, ça. Ah, oui. Voilà, pour lequel, avec l'Académie des sciences, nous avons ouvert maintenant 9 maisons pour la science dans 9 régions de France qui doivent travailler avec tous les professionnels des médias de façon à ce qu'éducation formelle et éducation informelle, si elles partagent les quelques esquisses que je viens de faire, puissent se rejoindre et faire que dans la classe, nos jeunes soient aussi heureux qu'en lisant, je répète, Sciences et Vie Junior. Merci. Je vous propose maintenant de passer à la séance de questions. Donc, je vous rappelle que vous avez des micros. Oui. Oui, bonjour, Claire Sanchez de la Cité de l'Espace à Toulouse. Je suis là. J'ai une question par rapport au graphique que vous nous avez montré, où vous montriez que les enfants des pays plus développés avaient tendance à répondre non à la question « je voudrais étudier autant de sciences que possible à l'école ». Est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter par rapport à cette tendance entre pays développés et moins développés ? J'ai un élément trivial, c'est que l'école ne fait pas son travail. Alors, moins trivial, je pourrais dire la chose suivante. Notre expérience de la main à la pâte maintenant, depuis 20 ans, je répète, est que l'école primaire est un terrain fabuleux. Parce qu'il y a une espèce de spontanéité, de la curiosité des enfants pour le monde, à cette époque qui précède la puberté, qui est un cadeau magnifique qu'on peut cultiver ou non, mais si on le cultive, ça fleurit tout seul. Et tant d'instituteurs ont été stupéfaits
stupéfaits de voir, par exemple, ceux qui ont fait faire Mimi la souris, de voir à quel point on pouvait développer. L'adolescence est plus difficile, et tout particulièrement dans ce monde où la jeunesse change énormément. Elle devient plus globale, elle dépend tellement des vecteurs d'information que sont les réseaux sociaux et autres. Les familles elles-mêmes ont beaucoup changé, quelquefois pour les situations difficiles. Donc et puis il y a cette perspective propre à la France et à quelques autres pays de l'extraordinaire difficulté d'emploi pour un jeune qui est un scandale. En sortant du collège ou du lycée. Donc tout ça fait que le travail après à l'adolescence est plus difficile. Et là, on fait des mesures à 15 ans. Donc ça suppose sans doute que de faire évoluer beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur de l'école, beaucoup plus ce lien entre formel et informel, beaucoup plus l'utilisation de réseaux que la tradition de school as usual, comme on dit, ne le permettrait. Voilà, mais c'est une hypothèse que j'aimerais bien vérifier à grande échelle dans nos collèges en France à l'occasion de cette réforme. Les auteurs ne proposent pas d'explications. Il y a plus d'explications dans les analyses de PISA. Bon, la France a donné sa propre analyse de PISA, d'autres pays l'ont fait aussi. Mais c'est déjà les connaissances, alors que là, il s'agit d'attitudes brutes, en quelque sorte. Oui. Je vais apporter un commentaire à la réponse à la question. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'on est dans des pays entre guillemets plus privilégiés où la société a été plus industrialisée, a évolué, etc., et qu'il y a moins de dynamique qui est générée par l'État à ce niveau-là, moins de dynamique de production, d'ingénierie, etc. Est-ce que ça n'a pas un rôle à jouer quand même Il y a quand même une dimension qui n'est pas locale, qui est, je pense, la dynamique de pays qui ont été industrialisés, qui ont eu plusieurs révolutions industrielles, qui ont des fois du mal à se positionner par rapport aux nouveaux enjeux, etc. Et que l'école, elle a été façonnée de longue date et qu'elle a aussi du mal à réagir à tous ces changements et cette globalisation. Voilà. Vous avez raison, et sur 2 points, je crois. Le premier, c'est que le fait que les pays à droite, en haut, les pauvres, trouvent que la science c'est bien, c'est pas parce qu'elle est bien enseignée dans leurs écoles. C'est parce qu'elle est une voie de sortie vers le haut, comme elle l'a été au 19e siècle, ce qu'on appelait l'ascenseur social chez nous. Donc il ne faut pas juger trop vite ces points-là. Mais il y a aussi, et il suffit d'avoir fait un cours ou une conférence en Afrique, au Maghreb, en Chine, pour lire dans les yeux des enfants une fabuleuse soif de savoir qui, chez nous, est quelquefois saturée par l'abondance, simplement. Mais je crois quand même que ceci n'excuse pas le fait que la question a été posée à l'école et que la réponse de l'école dans des pays riches, où on a tous les moyens de faire mieux et autre chose, soit aussi négative. Voilà. Quelles que soient les raisons qu'on peut faire, oui, c'est lent, c'est visqueux, c'est lourd, mais on y dépense beaucoup d'argent et on a les moyens de le faire mieux. Je vous propose de prendre une dernière question avant de passer à la suite, s'il y en a une, bien sûr. Oui. Laurence Béniche, je suis chercheuse au CNRS. C'était juste une remarque par rapport à la formation des enseignants. En primaire en particulier, ils ont souvent peu d'appétence pour les sciences, ou ils pensent qu'ils ont peu de moyens d'être médiateurs des sciences parce qu'ils sont peu formés aux sciences. Oui, alors c'était le constat au début de la main à la pâte. Vous voyez, quand on a commencé, c'était il y a 21 ans, on a fait des mesures précises avec le ministère de l'Éducation nationale d'ailleurs, et on a vu que 3% des enseignants seulement en France, ils sont 320 000, mettaient en pratique les instructions du programme. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord, ils n'étaient pas à l'aise en sciences, pour la raison que vous dites. La grande majorité d'entre eux étaient, comme on dit, à tort, j'ai dit des littéraires. Et d'autre part, ils n'avaient que des instructions leur disant l'école c'est lire, écrire, compter, le reste c'est du superflu.
Bon, alors on a décidé de s'attaquer à ce problème, et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que pour qu'ils changent, il fallait les aider, les accompagner. Donc ça a été tout le chantier de la main à la pâte, c'était accompagner les enseignants de 1000 manières. Et puis, constatation très étonnante, ceux qui avaient un diplôme de sciences à l'époque, physique, SVT, etc., de licence, étaient souvent pas les plus réceptifs à nos propositions. Et ceux qui l'ont été extraordinairement, par exemple, ceux qui ont fait Mimi la souris, ce sont des professeurs sans formation scientifique de départ. Ils ont travaillé avec des scientifiques, ils ont été accompagnés, mais pourquoi est-ce qu'autant ont réussi? C'est parce qu'ils avaient gardé la même fraîcheur d'intérêt et de curiosité que les enfants qui étaient dans leur classe. Ils n'étaient pas blasés. Et donc, la conclusion que nous en avons tirée, c'est ce que nous avons essayé de mettre en œuvre depuis maintenant 20 ans, c'est qu'il faut accompagner les professeurs, tous, mais surtout ceux qui n'ont pas fait de sciences, non pas pour leur apprendre quelque chose, mais pour cultiver chez eux ce désir, cette curiosité qui voit vivre chez les enfants et qui n'ont qu'une envie, c'est d'accompagner. Et que vous avez vu à l'œuvre dans ce petit clip. Bien, je pense qu'on va remercier une deuxième fois Pierre Léna. Merci.